Alors, on va arriver au sujet, un des sujets centraux évidemment de ces assises, on en a suffisamment parlé depuis le début de la matinée, qui est le défi du stockage de l'énergie. Donc j'invite à me rejoindre pour en parler Mesdames Cécile Prévieux, Irène Ollrier et Messieurs Aymar de Germay, Christophe Bourgueil et Olivier Loiseau. Je vous en prie, venez vous installer. Alors il y a une chaise qui va rester vide, vous allez voir, il y a un suspense insoutenable puisque quelqu'un nous rejoindra un peu plus tard. Je vous en prie, installez-vous. Voilà, merci à vous d'être là pour cette table ronde. Ne vous inquiétez pas, c'est normal s'il y a un fauteuil qui reste vacant. Ça sera pour tout à l'heure. Alors, quand on parle de stockage, c'est vrai que de la même façon, je parlais tout à l'heure d'autoconsommation en disant que ça pouvait sembler très lointain, même si les choses évoluent en la matière. De la même façon, on peut se poser des questions sur le stockage. On regarde quelques chiffres, on nous dit que l'augmentation de la demande mondiale en électricité d'ici 2040 pourrait atteindre 80%, en raison notamment du décollage des véhicules électriques qui devrait être entre 350 et 400 millions dans le monde en 2040, donc ça fait pas mal de véhicules, on est à 2 millions à peu près aujourd'hui. 30 à 40% de l'électricité produite dans le monde à la même période seront issus, d'après les chiffres, des énergies renouvelables. Mais alors il y a une question de taille qui se pose. Comment faire pour parvenir à stocker massivement dans ce contexte entre les véhicules électriques, les énergies renouvelables et un coût aussi intéressant, puisque finalement le modèle économique, on y revient tout le temps, c'est une problématique majeure qui nous concerne tous, mais qui vous concerne aussi. Et vous allez voir finalement que ce sujet-là, il peut être beaucoup plus proche qu'on ne peut le penser. Donc pour en parler, on est ravis d'accueillir, et le président en parlait tout à l'heure, Irène Ollrier, qui est donc directrice de la SEM Yonne Énergie. Vous allez parler conjointement avec votre voisine qu'on est ravis d'accueillir, Cécile Prévieux, directrice générale de Storengy, filiale d'Engie, qui est l'un des leaders mondiaux, c'est ça, du stockage souterrain de gaz naturel, mais pas seulement. Quelques mots quand même pour présenter Storengy. La SEM, vous pourrez dire un mot aussi. Alors effectivement, Storengy est une filiale du groupe Engie qui historiquement travaille sur le stockage souterrain de gaz naturel, donc qui assure la sécurité d'approvisionnement en France. 50% des besoins l'hiver du gaz sort de nos stockages. On est également stockeur européen. Et nous développons aujourd'hui sur des nouvelles solutions, vous allez le voir, très décentralisées, parce que c'est la demande aujourd'hui. Donc on substitue ces solutions massives à des solutions plus locales, et surtout vers du zéro carbone. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est du zéro carbone, gaz renouvelable, géothermie. Je vais en parler, vous présenter des solutions concrètes. Exactement. Et vous y travaillez avec Irène Ollrier. Peut-être quelques mots aussi à ajouter pour vous présenter ? Allez-y, je ne vous ai pas passé la parole en premier. Un rappel, parce que les élus nous connaissent déjà. Donc la SEM Yonne Énergie, vous le savez, a été fondée en 2016 avec pour actionnaire principal le syndicat départemental d'énergie de Lyon à 83%. Et puis, entre autres, la SEM Vendée Énergie pour les actionnaires privés. Donc son objet social, c'est de construire des sites de production d'énergie renouvelable. Et le projet Iconé dont on va vous parler, et qui est développé en collaboration étroite avec Storengy, en fait partie. Merci à vous. Aymar de Germay, donc ancien maire de Marmagne, vous êtes toujours membre du conseil municipal et vous êtes aussi directeur du développement du cabinet de conseil et stratégie énergétique Tilia. Donc vous connaissez bien évidemment Monsieur Roger Lacan. Quelques mots peut-être à ajouter évidemment pour vous présenter. Oui, j'ai Aymar de Germay, donc j'ai rejoint avec bonheur le cabinet Tilia que Cyril vous a présenté tout à l'heure. J'étais donc auparavant maire d'une commune de 2000 habitants dans le Cher, qui s'appelle Marmagne, vice-président de l'agglomération de Bourges-Plus, et puis président du syndicat départemental d'énergie du Cher, et à ce titre, collègue de Jean-Noël et de Jacques, que je vois là-bas. Et donc je vous présenterai une expérimentation sur l'autoconsommation. Exactement. À vos côtés, Christophe Bourgueil, vous êtes responsable business développement stockage d'énergie chez Eaton France. Eaton qui est un groupe international. Quelques mots évidemment pour présenter. Là on est sur du stockage, des batteries, enfin on est vraiment sur la problématique pure et dure de stockage. Oui, absolument. Donc nous, au sein du groupe Eaton, nous travaillons sur la problématique du stockage, qui est une problématique qui nous paraît absolument essentielle. Et nous avons une approche assez originale, puisque nous travaillons sur ce sujet depuis 2012, en partenariat avec le groupe Nissan.
La vision étant que les gens qui sont en train de révolutionner la question du stockage, ben finalement, ce n'est pas forcément les gens qu'on attendait sur le sujet. C'est aussi le secteur automobile et la mobilité électrique. Et enfin, Olivier Loiseau, parce qu'on parlait beaucoup de Vendée Énergie, évidemment de la Vendée, de sa démarche. Donc vous êtes directeur de la SEM Vendée Énergie. Oui, bonjour à tous. Oui, j'ai beaucoup de chance de travailler en Vendée depuis 18 ans maintenant. D'abord par le syndicat, à travers le syndicat, depuis 2012 à travers, en tant que directeur général de la SEM Vendée Énergie. J'excuse notre président Alain Leboeuf, président du syndicat et de la SEM, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui et qui vous passe le bonjour. Je salue, on a des élus visionnaires chez nous, on a commencé très tôt dans les énergies renouvelables, et je salue monsieur le sénateur Jean-Claude Merceron, mon cher Jean-Claude, qui a créé cette SEM Vendée Énergie. Et puis bien sûr, je remercie Jean-Noël, avec qui on a toujours plaisir d'échanger, de venir témoigner. C'est pas juste pour montrer notre savoir-faire, c'est pour échanger et pour essayer d'avancer ensemble dans cette transition énergétique. Et c'est ensemble que je pense, et à travers les territoires, qu'on arrivera à faire avancer cette transition. On l'a dit tout à l'heure, il y a des grandes orientations au niveau européen et national, mais nous sommes les chevilles ouvrières de cette transition, et ça passera par nous. On décentralise l'énergie, il faut décentraliser la gouvernance. Voilà. Tout à fait. Ben, merci à vous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez une télécommande pour ceux qui auront quelques présentations à nous faire. Donc, n'hésitez pas à aller juste à côté de Monsieur Loiseau. Je la vois là-bas, la télécommande. Donc, vous passerez le relais de la télécommande. Je vais commencer par vous, Aymar de Germay, parce que c'est ce que je disais. C'est très bien de parler à un ancien maire comme vous. C'est vrai que les élus qui sont là peuvent se dire, bon, on parle de stockage, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Moi, je suis bien loin de ces préoccupations-là. Vous avez envie de leur dire, il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'aventure, hein. Oui, il faut foncer parce que la transition énergétique, elle va se faire, on l'a dit, redit, sur les territoires. Donc c'est aux acteurs du territoire et au premier rang desquels les élus de se saisir de ces enjeux, d'expérimenter, de ne pas avoir peur de se lancer sur des terrains pas toujours défrichés, avec parfois au bout du chemin un succès, parfois un projet avorté, mais un projet avorté qui peut être riche d'enseignements et faire progresser, je dirais, la cause. C'est un peu le cas d'ailleurs du sujet que je vais vous présenter. Ben voilà, est-ce que vous allez nous en parler? On l'avait vu, alors il y en avait partout dans les journaux, hein, ce fameux projet Smartmagne, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler les uns et les autres, un vaste projet d'autoconsommation hein, dans lequel vous avez souhaité vous lancer. Bon, on peut le dire carrément, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas pour autant que vous baissez les bras et que vous vous dites, ça peut servir à d'autres, c'est ça ? Exactement, je pense que dans toutes ces démarches de transition énergétique, il faut raconter les histoires, soit parce qu'encore une fois elles ont abouti, soit parce qu'elles n'ont pas abouti, et en tirer les enseignements. Et je crois que, je l'ai dit hein, quand Smartmagne a avorté, et j'expliquerai dans quelles conditions, Smartmagne a avorté pour Marmagne, la commune de Marmagne, mais le projet Smartmagne est en train d'essaimer de faire des petits ailleurs. Donc finalement, c'est quand même ça qui est le plus important, encore une fois, pour favoriser cette transition énergétique sur les territoires. Alors, je vais... Voilà. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Normalement, il faut pointer, parce que l'ordinateur est là-haut, là vous voyez. Voilà, pointer, donc il faut pointer. Je pointe. Alors, si ça ne marche pas, on vous aidera. Voilà, quelques mots pour vous expliquer cette démarche. D'abord, il y avait un contexte favorable. Alors, Smartmagne n'est pas arrivé comme ça un jour, il n'y a plus rien. Non, vous inquiétez pas, ça va revenir, ça coupe brièvement, mais on a un problème technique indépendant de notre volonté. Smartmagne n'est pas arrivé comme ça un jour, se poser sur cette jolie commune du Cher. En fait, c'est le fruit d'une démarche au long cours. Bon, j'ai été élu pendant 18 ans, et donc très tôt, je me suis intéressé à ces enjeux. Alors, on n'appelait pas ça la transition énergétique, mais d'une façon nouvelle, de gérer ces questions d'énergie sur le territoire. Alors, il y avait une histoire ancienne entre Marmagne et l'énergie, puisque depuis longtemps, on a un poste RTE. Donc, l'électricité, en tout cas, c'était un sujet pour cette commune depuis les années 60. Je me permets juste de vous interrompre s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, parce que l'écran s'éteint de plus en plus, donc c'est quand même pas très facile. C'est un écran clignotant. C'est un écron clignotant, donc il voit 20 secondes et après plus rien. Sinon, donc voilà, sinon vous pouvez vous mettre. Je vais me lever et comme ça va être plus simple. En fait, l'aventure a commencé il y a une dizaine d'années, et finalement avec la rencontre avec un porteur de projet privé, qui m'a dit ça serait quand même bien qu'on essaye de développer un parc photovoltaïque dans le Cher. Et je lui dis oui, c'est bien, mais c'est un peu court. Ce qui serait bien, c'est d'imaginer quelque chose d'un petit peu plus costaud et de partir sur l'idée d'un écopôle où on aurait finalement sur cet espace, je dirais, le mix énergétique
de la transition énergétique. Et donc l'idée a fait son chemin et on a créé ensemble cette zone d'activité qui fait 44 hectares sur la commune de Marmagne et qui regroupe aujourd'hui plusieurs infrastructures. D'abord un parc éolien qui est en bordure de cet écopôle avec 8 éoliennes. Le premier parc est d'ailleurs malheureusement encore le seul parc photovoltaïque au sol du département du Cher, qui initialement avait 5 hectares et qui est en train de passer à 15 hectares. Une unité de méthanisation qui est en service depuis la fin du printemps. Une plateforme de préparation des combustibles bois pour alimenter les chaufferies urbaines, et Bourges a une chaufferie urbaine bois. Et puis une plateforme de recyclage de déchets verts. Donc cet écopôle, ça a été finalement la première pièce du puzzle. Deuxième pièce du puzzle, Cyril Roger-Lacan en a parlé. Encore une fois, c'est bien de produire de l'énergie propre, mais c'est encore mieux de consommer dans une moindre mesure l'énergie. Et donc, un grand plan d'efficacité énergétique avec un plan pluriannuel d'investissement sur le bâti, où il y avait fort à faire, et puis, bien sûr, sur le sujet majeur de l'éclairage public, dont je rappelle qu'il représente en moyenne 40% de la facture d'électricité d'une collectivité, et puis avec des enjeux de mise en valeur, de sécurité, etc. Et puis enfin, la mobilité électrique avec la mise en place d'une borne de recharge de véhicules électriques. Et puis j'avais la chance d'avoir une autre casquette qui a aussi bien aidé et sensibilisé à ces enjeux, celle de président du syndicat départemental d'énergie, qui lui aussi, à côté d'autres départements, a déployé un réseau de bornes, a travaillé depuis 6 ans sur ces enjeux essentiels de modernisation des réseaux d'éclairage public, et puis testé, pour la première fois d'ailleurs en France, dans une commune rurale, ce qu'on appelle la détection de présence, enfin l'éclairage public qui s'allume à la demande. Quand un piéton passe, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est quand même un sujet assez intéressant, notamment dans les hameaux, dans les écarts, où les gens sont en attente d'éclairage public, de tester ça, c'est-à-dire couplé à des LED, je veux dire, on n'est même plus à moins 50%, on passe à moins 70, voire moins 80%, et c'est vraiment une démarche très, très intelligente. Et puis, bien sûr, l'accompagnement des collectivités sur cette question de maîtrise énergétique du patrimoine. Alors, il y a 2 ans... Alors j'ai une bonne nouvelle, l'écran on a l'air de plus clignoter, il a l'air de revenir à la normale. Je reste debout, je suis très bien. Il y a 2 ans et demi, c'est-à-dire au printemps 2017, le cadre de l'autoconsommation à la fois individuelle et collective a été modifié. Et à ce moment-là, puisqu'on avait l'habitude de tester pas mal de choses ensemble, rendons à César ce qui est à César, le groupe Vinci Énergie, par sa filiale Omexome, m'a dit est-ce que vous voudriez être un peu, non pas le cobaye, mais le pionnier, et puis voir comment on pourrait essayer de monter quelque chose d'assez sophistiqué sur ces questions d'autoconsommation individuelle et collective appliquées à une commune rurale. Et donc on a monté ce partenariat avec la commune, bien sûr, le syndicat, Omexome, et puis évidemment partenaire incontournable, Enedis. Voilà un petit peu le démarrage de l'histoire. Alors du coup, j'ai plus de télécommande. La slide suivante, si on peut, voilà, on va récupérer. Ouais, voilà. Super, merci donc, beaucoup. Très rapide, avancer un petit peu, comme ça tous les chiffres vont s'afficher. Alors SmartMine, c'était quoi? Finalement, partir d'une chose assez simple à la base, c'est-à-dire installer sur les bâtiments publics, on en a parlé tout à l'heure, c'est un enjeu important, des panneaux solaires, tout simplement, sur le gymnase, sur la cantine, sur l'école, la bibliothèque, les ateliers techniques, etc. Donc 817 panneaux installés pour une puissance totale de 220 kW crête. L'idée, c'était de faire en sorte qu'à la fois on puisse satisfaire les besoins publics, donc alimenter en direct ces bâtiments publics. Bon, j'ai la chance d'avoir des bâtiments qui sont centrés finalement, et non pas posés sur le long de routes, mais sur un carré où on a l'essentiel des bâtiments publics de la commune. Et de se dire, si on fait cette opération pour la commune elle-même, eh bien, on pourrait éventuellement partir sur un projet d'autoconsommation collective, c'est-à-dire proposer cette énergie propre, produite localement, aux voisins de la commune. Et donc, c'est un projet qui a mûri, qui a été partagé avec les citoyens. On l'a beaucoup dit, ces projets énergétiques suscitent à la fois beaucoup d'intérêt, mais aussi quelques inquiétudes. Donc il est important qu'il soit partagé. Et ce projet permettait donc à la commune de couvrir par sa propre production à peu près 70% de ses besoins. C'était vraiment une première en France, hein, si ça s'était réalisé, il faut bien le dire. Alors on peut continuer parce que c'est pour ça qu'on en a vu partout dans les journaux. Le projet est un petit peu plus sophistiqué encore. Si vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît.
Donc ce projet, c'est voilà, produire de l'énergie sur les toitures publiques. Bon, ça, on sait faire. C'est ensuite, bien sûr, mettre en place un réseau qui raccorde ces bâtiments publics pour distribuer les flux d'énergie. C'est la mise en place d'une solution de stockage à base lithium-ion pour faire en sorte qu'on puisse gérer et optimiser les flux d'énergie. C'est aussi un logiciel, enfin un smart, qui pilote l'ensemble pour qu'à tout moment, on sache qu'on fait de l'énergie produite. C'est-à-dire que ce smart, il va être en réaction et en anticipation. En anticipation en utilisant les données météo, par exemple, mais aussi en utilisant les données de mesures qui ont été réalisées pendant plus d'1 an sur l'ensemble des bâtiments publics. On sait exactement à tout moment, à quel jour, comment l'école, le gymnase réagit et vit d'un point de vue énergétique. Et puis, bien sûr, en réaction. J'ai de la production, qu'est-ce que je peux faire de cette production? Le système de stockage permet d'avoir quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire de faire de l'autoconsommation différée. Voilà, je stocke pour consommer parce que c'est l'automne et à partir de 17h30, 18h, on a une luminosité plus faible et on produit moins. Et à ce moment-là, la batterie va prendre le relais. C'était ça le principe. Et puis, dernier point, c'est un service de soutien et de flexibilité au réseau. Cette infrastructure SmartMine, elle a été communicante avec le réseau de distribution publique d'électricité. Et l'idée, c'était de faire en sorte qu'on puisse, par exemple, vider les batteries au maximum dans le réseau public à un moment où il y a un besoin d'énergie. Et puis, c'était aussi éviter des frais de restructuration du réseau, parce qu'évidemment, en produisant localement, on allège finalement la sollicitation des réseaux publics de distribution. Oui, parce que cette question des réseaux, elle revient souvent quand on parle de ces sujets d'autoconsommation, de stockage, de façon récurrente. Exactement. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. Qui concerne le calendrier. Voilà le calendrier. Donc le cadre, je le disais, législatif change en février 2017. Au printemps, on remue-ménage avec les équipes d'Enedis. Et ça n'a pas été facile d'ailleurs pour Enedis parce que le cadre légal venait de changer, donc il a fallu voir si cette démarche rentrait dans les clous. Mais on a été vraiment bien aidés par eux. Il faut le souligner parce qu'on parlait tout à l'heure d'anciens modèles et que c'est parfois difficile de faire bouger mais les lignes. Ils vous ont accompagné. Comme disait Cyril, on a constitué une équipe apprenante et on a fait en sorte de trouver la bonne formule. Le projet a été posé en gros au mois de mai. On s'est dépêché d'envoyer un dossier parce qu'il y avait un appel à projet national lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire qui s'appelle DIVD, Démonstrateur industriel pour la ville durable. Et on était le petit pousset, si je puis dire, de la bande. On a été donc lauréat en juillet 2017. Et en fait, on était le seul projet porté par une petite commune. Évidemment, tous les autres projets étant portés même par des métropoles. On a présenté publiquement, effectivement, on a eu des retombées presse très importantes, médiatiques, à la fois audiovisuelles et écrites. En juin, après avoir fait une longue tournée des popotes, les financements ont été obtenus, clôturés. Et en février 2019, le conseil municipal valide le marché de conception-réalisation avec Omexom, donc le groupe Vinci Énergie. Et en juillet, paf, résiliation du marché par le conseil municipal. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Parce que vous en attendiez des revenus qui étaient finalement de la vente d'électricité à la collectivité elle-même, en fait, par effacement d'achat d'électricité sur le réseau, donc à différents fournisseurs. La revente et l'injection sur le réseau, la revente à un agrégateur, et puis la revente d'électricité dans le cadre de l'autoconsommation collective. Vous avez les financements qui avaient été obtenus et vous verrez apparaître finalement que la commune n'apportait véritablement que 25 000 euros sur 1 380 000 euros. Et ça a été d'ailleurs un petit problème. On va voir la slide. Vous allez nous l'expliquer, ouais, je vais vous l'expliquer de l'histoire. Voilà. C'est quand même un énorme 1 380 000, c'est quand même un énorme projet. Oui, alors c'était un projet, je dirais, surdimensionné pour répondre à l'autoconsommation collective. J'y reviendrai, c'est un point important. Vous serviez de démonstrateur quelque part. C'était un démonstrateur. En fait, ça intègre aussi beaucoup de R&D, justement aussi beaucoup de consultations d'avocats pour arriver à caler juridiquement ces dispositifs. Et vous verrez dans les obstacles qu'on a rencontrés qu'il y en avait beaucoup. Alors, je crois que vous avez les obstacles après, ouais, les raisons pour lesquelles... Bon, déjà, vous êtes parti, vous avez une mauvaise idée, non? Voilà. Non, des raisons pour lesquelles, les raisons pour lesquelles ce projet a avorté. D'abord, un contexte politique.
En fait, j'ai eu le bonheur et la joie de rejoindre Cyril Roger-Lacan et Tilia au mois de mars. Et je n'ai pas voulu... j'avais annoncé que je ne ferais pas plus de 3 mandats successifs. Alors, c'est une petite originalité en France, mais c'est comme ça. Et je m'y suis tenu. Donc, j'avais annoncé que je ne me représenterais pas en mars 2020. Et puis, finalement, l'opportunité s'est présentée et j'ai un petit peu anticipé mon départ en disant je vais passer la main 11 mois avant. Et donc, j'ai passé la main au niveau de la commune. Et puis, parfois, les choses ne se passent pas comme on les avait imaginées. Et la même personne qui, dans mon équipe, avait voté avec enthousiasme le projet, l'a planté 3 mois après. Donc, premier point, mais je crois que ça rebondit bien sur ce que disait Cyril, ces projets-là doivent être portés. Oui. C'est compliqué, sachant qu'on est sur des sujets innovants. Alors moi, je suis resté au conseil, vous l'avez dit, pour porter le projet jusqu'au bout, et en disant je le porterai jusqu'au bout, mais bon, on ne m'a pas en gros laissé la place ni la possibilité de le faire. Deuxième obstacle, un obstacle financier. Alors, pourquoi financier? Vous avez vu que je m'étais plutôt bien débrouillé. Ah bah oui, vous n'avez plus que 25 000 mais la loi française impose 20% d'autofinancement. En fait, il y a une personne tatillonne à la préfecture du Cher qui n'a pas voulu entendre l'argument que j'avais développé et présenté à tout le monde, parce que le plan de financement il a été présenté au service de l'État depuis longtemps, que je considérais que j'apportais 325 000 € à l'affaire, puisque j'avais fait mon affaire de récupérer 300 000 € de mécénat. Donc j'apportais 325 000 sur 1 380 000, j'étais bon. On m'a dit non. Donc, le projet a buté sur cet obstacle-là. J'ouvre un petit peu en disant que le législateur, dans sa grande sagesse, devrait faire en sorte que sur des projets innovants, où les élus se sont bougés pour récupérer des financements, tout le monde savait quel était mon plan de financement, que ce ne soit pas un obstacle, parce que c'est quand même un point sur lequel mon successeur s'est appuyé. La préfecture m'empêche de mener le projet, et il faudrait que la commune apporte plus d'argent pour rentrer dans les clous. Premier problème. Deuxième problème, et ça c'est important dans l'enseignement qu'on peut en tirer pour tous les élus présents ici, c'est que c'est vrai que sur l'autoconsommation collective, on reste dans un sujet, je dirais pas pour la gloire, mais qui est un sujet qui pour l'instant ne s'appuie pas sur un business plan facile à monter. Il n'y a que 16 projets en France pour le moment. Donc, il y a plusieurs contraintes. Le périmètre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si depuis 1 an et demi, on nous annonce par décret l'élargissement du périmètre, on est toujours sur les seuls postes raccordés, les seuls foyers raccordés au même poste que celui sur lequel on injecte. Donc, pour moi, c'était 61 foyers et ça ne permettait pas d'équilibrer les choses. C'est des coûts de gestion supplémentaires, c'est un TURP un peu bizarroïde qui, en gros, pénalise l'autoconsommation collective. C'était aussi le fait qu'on n'arrivait pas à valoriser vis-à-vis d'Enedis la flexibilité, et pourtant c'est prévu dans les textes, que procure un système comme celui-ci pour le réseau public de distribution. D'un point de vue fiscal, un truc invraisemblable, un cadre très complexe, et notamment incapacité des services de l'État à répondre sur des questions bêtes, mais qui représentent 20% de TVA. Et puis enfin, un cadre réglementaire qui est très contraignant, donc l'obligation, si vous vous lancez dans une opération comme ça, de créer une régie à la seule autonomie financière, qui recrée une couche avec un conseil d'exploitation, un président du conseil d'exploitation, etc., un directeur, voilà, quelque chose de très complexe. Et puis enfin, quelque chose qui, moi, me choque, quand une collectivité gère une opération d'autoconsommation collective, pourquoi imposer la création d'une personne morale organisatrice, c'est-à-dire une structure de plus, alors que l'opération est portée par une collectivité publique. Alors je le disais tout à l'heure, ça a évolué dans la loi pour les bailleurs sociaux. C'est-à-dire que maintenant, on ne leur demande plus que pour les bailleurs sociaux. On ne leur demande plus de créer une personne morale organisatrice, mais ils peuvent directement gérer. Donc on peut peut-être dire qu'il y a une faille et que ça va continuer à avancer, mais il faut forcer. Hein. Voilà, alors, pour finir et pour conclure, parce que mon temps, à mon avis, comptait aussi, me dire, voilà, bon, c'est un projet qui était très ambitieux, qui poussait un peu loin la démonstration, bon, qui a buté sur les obstacles que je vous ai indiqués. Mais pour autant, et je rebondis sur tout ce qui a été dit précédemment, et notamment la question et l'intervention du maire, aujourd'hui, il y a des projets de photovoltaïque qui peuvent être menés sur les communes, qui sont aujourd'hui sur des business plans, qui sont équilibrés ou tout juste, mais qui, compte tenu de l'augmentation des coûts de l'électricité à venir, seront confortés dans l'avenir. Donc, travailler sur les toitures, en vente, en autoconsommation ou en autoconsommation et vente de surplus. Je fais une petite parenthèse sur Tilia, excusez-moi, mais
Justement, on a identifié qu'il y avait une difficulté pour les communes, et ce que vous avez cité, monsieur le maire, tout à l'heure, à démarrer sur ces projets de mise en place de toitures photovoltaïques. On a une petite démarche qui s'appelle le Pacte solaire, qui est justement un coût très modéré, là, pour aider les communes à identifier les toitures à potentiel, et puis à bâtir finalement des business plans pour dire aux élus, voilà, ça va vous coûter ça, en autoconso, ça va vous rapporter, vous coûter ça, en injection, ça. Et voilà le business plan total. Et lancez-vous, parce qu'encore une fois, la transition énergétique, elle se construit sur le territoire et c'est avec ces enjeux, notamment, pas seulement, mais de solaire. Merci à vous pour votre témoignage. Je vais juste faire, après on continuera avec les solutions de stockage, peut-être faire réagir Irène Olrier. On a bien compris que voilà, ça devait vraiment être porté aussi par des élus. On a typiquement l'exemple, malheureusement, qu'avec un changement à la tête d'une mairie, les choses peuvent bouger très vite. Il faut vraiment y croire et je pense qu'il faut faire passer un message quand même positif, même si ce n'est pas facile tous les jours. Oui, moi je peux parler en tant que témoin privilégié du travail des élus dans le cadre du montage d'Iconé, puisque à la SEM, je suis en charge de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration et du PDG de la SEM. Et donc j'ai pu assister aux débats qui ont eu lieu autour d'Iconé. Et moi, ce que je retiens de cette première phase du projet, qui va être en construction dans quelques mois, on l'espère. Et qu'on présentera tout à l'heure, évidemment, voilà, avec Cécile Prévieux. C'est que les élus, en effet, se sont positionnés sur ce projet Iconé, donc de production de biométhane de synthèse. Vous le verrez, Cécile Prévieux vous dira en détail sans doute ce qu'il en est. Les élus se sont positionnés sur ce projet qui est innovant, qui n'a pas de modèle économique stable pour l'instant, parce que, d'après ce que j'ai pu en constater, ils ont souhaité vraiment faire rentrer le syndicat, qui est tout jeune, 2014, et la SEM, dans la transition énergétique. Pourquoi ? Il a été dit tout à l'heure qu'en effet, il y a une recomposition du paysage de la production d'énergie. Et je crois que les élus de notre territoire, de Lyon, se sont trouvés face à un choix, à savoir, est-ce qu'on laissait l'État et puis les grands acteurs traditionnels dialoguer et faire la transition énergétique alors même qu'elle va se produire sur nos territoires ? Ou est-ce qu'on suivait l'exemple de la Vendée, de la Vienne, etc. et on se saisissait de ces questions pour non pas juste regarder le match, mais aussi participer à son déroulement et faire en sorte que les habitants de Lyon, les élus, les consommateurs, les usagers sachent mieux comment ça se passe et puis est un moyen d'influer sur les déploiements des sites de production d'énergie. Donc c'est la raison pour laquelle les élus se sont engagés là-dedans. Ils y croient fort heureusement. Il y a eu un déroulement pour l'instant plus positif puisqu'on a obtenu les financements, que ça se passerait bien avec nos partenaires. Et je crois qu'un élément très important de ce succès a été aussi la volonté toujours manifeste de dialogue entre la collectivité et l'intégrateur qu'est Storengy. Et d'ailleurs, je remercie Cécile Prévieux et toutes ses équipes pour cette qualité de dialogue qui n'a jamais cessé. Je crois qu'Olivier Loiseau vient aussi réagir, parce qu'on parlait justement de Vendée. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Irène, et vu de l'extérieur, je suis au comité d'engagement de la SEM-Yonne, je ne sais pas si vous imaginez l'outil que vous avez entre les mains, parce que demain, vous, communes, intercommunalité, vous devez produire votre propre énergie. Et pour ce faire, Jean-Noël vient de s'absenter, mais avec ses équipes, ils ont su déjà rassembler tout le monde, mettre un outil qui est un syndicat et une SEM opérationnelle pour mutualiser ces moyens de production pour votre compte. C'est ce qu'on a fait en Vendée. Quelques chiffres. Alors oui, on a commencé un peu plus tôt, mais c'est pas trop tard. En Vendée, aujourd'hui, Vendée Énergie, on a des parcs éoliens, on a 60 installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux. Les communes, à chaque fois qu'une commune construit un bâtiment ou rénove un bâtiment, ça passe par la SEM, SIDEF, SEM, le syndicat la SEM. On investit nous-mêmes, on est producteur local pour le compte de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, Vendée Énergie, 10 personnes, 1,7 million de résultats, on remonte 600 000 euros au SIDEF cette année. 600 000 euros qui sont réinvestis dans l'économie pour rénover des bâtiments publics. Ça, c'est de la politique de territoire. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. La SEM est un peu plus jeune, mais elle ne fonctionnera pas si vous, élus, vous n'apportez pas vos projets.
Alors oui, il y a du EDF, il y a du Engie, mais on n'est pas dans la même cour. Et ce n'est pas parce qu'on va être producteur local d'énergie renouvelable qu'on va déstabiliser le bilan d'EDF ou le bilan d'Engie ou le compte de résultat d'Engie. On travaille aussi avec eux sur des projets innovants. C'est tout votre savoir-faire d'être aussi à l'international, mais revenons à de la production locale d'énergie par les territoires. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas une carence privée. Ça pourrait être un EDF, ça pourrait être un Engie qui fait ça, mais c'est une mission d'intérêt général. Et demain, vous êtes propriétaire de réseau, vous êtes consommateur sur ce réseau, vous serez propriétaire de vos outils de production. Et ça, si vous ne, excusez-moi, mais ne comprenez pas ça, vous loupez la transition énergétique. Ce n'est pas juste les remontées de dividendes chaque année. On vient de valoriser la SEM pour savoir combien aujourd'hui cette SEM. Les élus vendéens ont mis 150 000 euros, c'était du temps de Jean-Claude à l'époque, en capital. Donc 150 000 euros divisé par 300 communes, ça ne faisait pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, ça nous a permis, mais d'argent public, je veux dire. On a levé l'emprunt pour construire des parcs éoliens. C'était à l'époque très visionnaire, en 2000. On a refait une augmentation de capital, parce que c'est quand même assez capitalistique, de 6 millions. Aujourd'hui, la SEM, avec tous ses actifs de production, ses parcs, ses unités de méthanisation, est valorisée. Si on vendait la SEM, si les communes de Vendée, à travers le CIDEF, vendaient sa SEM, ils le vendraient 30 millions d'euros. Voilà. Donc, c'est du patrimoine. Ça, c'est important de le comprendre. Et cet outil, aujourd'hui, vous l'avez entre les mains. Je me permets, mais je suis président du comité d'engagement, donc je peux me permettre de le dire. Voilà. Après, on va revenir sur l'innovation. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Non, mais sinon, on loupe complètement le sujet. C'est important de poser les bases, de partir de l'exemple. Merci à vous de partir de l'exemple aussi de ce qui s'est passé à travers ce projet Smart Magne. Et on va aller un peu plus finalement dans les solutions parce qu'elles existent et à tout type d'échelle. Et c'est ce que vous allez nous montrer, hein, Christophe Bourgueil, donc d'Eaton France. Vous allez pouvoir nous présenter tout ça parce que notamment, voilà, ça n'a pas marché à Marmagne, mais on a un exemple, par exemple, en Seine-Maritime, d'un projet qui se met en place et vous allez nous en parler. Vous allez peut-être nous parler d'abord aussi de technologie. On est dans l'innovation, donc vous avez commencé à en dire quelques mots. Donc, allez-y. Oui, alors je vais essayer de vous présenter un petit peu effectivement la technologie sans être trop long, mais pour vous donner quelques repères. Et puis ensuite, les applications, les fonctionnalités. Ce qui est important de comprendre, c'est tout ce que permet de faire un système de stockage. C'est important parce que dans vos réflexions, dans les réflexions que vous pouvez avoir sur les différents projets, de bien comprendre les différentes fonctionnalités du stockage, c'est important. Et puis après, je vous montrerai un certain nombre d'exemples de réalisations concrètes. Et c'est ce que je disais, de toute taille. On va partir d'un petit bungalow pour arriver à un stade de football. Tout à fait. Alors, je ne suis pas sûr de bien savoir comment ça marche. Alors, il faut orienter vraiment un peu en haut parce que l'ordinateur est là où vous voyez, ou sinon vous demandez à ce qu'on vous passe les slides. Il y a des gens très gentils. Je vais passer très rapidement sur la présentation de la société Eaton, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le 4e fabricant, 4e équipementier mondial d'équipements électriques, présent dans beaucoup d'activités. C'est un groupe international, un groupe américain, mais avec de très fortes activités en Europe et en particulier en France, où nous avons plusieurs centres de développement. Et toute l'activité du stockage d'énergie a démarré en France et on est assez fiers d'être à l'origine de cette activité dans le groupe. Alors, très rapidement, c'est pour vous expliquer un petit peu la vision, la stratégie, puis le fait que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Tout a commencé dans un projet de recherche, un projet qui a été cofinancé par l'Union européenne, qui s'appelait le Green DataNet, qui a été démarré par des équipes d'Eaton en France, avec comme partenaire Eaton, Nissan, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et puis l'École polytechnique de Lausanne. Et l'idée, c'était de travailler sur l'efficacité énergétique, là on était dans le domaine du data center, mais également de travailler sur la question du stockage et sur la possibilité d'utiliser les technologies du véhicule électrique, et en particulier des batteries de deuxième vie, donc des batteries qui ont déjà eu une première vie dans un véhicule électrique, pour faire du stockage stationnaire. Donc là, on est vraiment dans un programme de recherche, et en fait, tous les développements produits et les solutions que l'on met sur le marché depuis 3 ans sont issus de ce programme de recherche. Alors, c'est ce que vous présentez technologiquement, comment vous avez mis en place ce partenariat. Alors, pour au moins que vous puissiez visualiser ce que ça représente, ici vous voyez, je crois qu'il y a un pointeur. Il y a un pointeur. Normalement, il y a un pointeur. Est-ce que c'est ça? Non, ça.
Ça vous l'a fait avancer. Hop. On va y arriver. Je vais revenir en arrière. Voilà, merci. Donc ici, vous voyez un élément lithium-ion qui est donc ensuite assemblé en modules. Tout ça, c'est de la technologie Nissan. Et on peut avoir donc des modules batterie de première ou de deuxième vie. Donc ces modules batterie sont à la base de la fabrication des modules et des batteries de Nissan Leaf. Alors pour vous situer, Nissan, donc le groupe Renault-Nissan, mais l'activité Nissan aujourd'hui, c'est le premier fabricant mondial de véhicules électriques, puisqu'il y a plus de 430 000 Leaf en circulation dans le monde. C'est un véhicule qui a été lancé en 2010, donc il y a un retour d'expérience qui est tout à fait exceptionnel et phénoménal sur l'usage des batteries lithium-ion. Alors, donc des modules batterie, et ensuite on a travaillé sur le développement des packs batteries. Alors ici, il y a pas mal de technologies. Le lithium-ion, c'est une technologie qui a des capacités, des performances tout à fait exceptionnelles. Ça a des comportements très linéaires, on peut les décharger rapidement, les recharger rapidement, faire un grand nombre de cycles. C'est vraiment une technologie qui a des possibilités absolument extraordinaires. Par contre, c'est une technologie assez pointue, et donc qu'il faut gérer. Et donc on met en place ce qu'on appelle un BMS, un système de gestion qui va bien contrôler la charge, la décharge, le vieillissement homogène, le fonctionnement homogène des différents éléments de la batterie. Donc c'est là qu'il y a, je dirais, une expertise importante et des développements importants. Et puis ensuite, toute une partie applicative. Donc vous avez une réserve d'énergie, il faut pouvoir l'utiliser. Et donc il y a tout un développement de solutions de conversion d'énergie pour pouvoir transformer cette énergie, l'injecter sur une installation, charger ses batteries donc avec des ensembles de conversion d'énergie. Donc on a développé donc on peut avoir des tailles différentes. Voilà, absolument. Donc on a développé des solutions résidentielles, donc jusqu'à quelques kilowatts, et puis des solutions de forte puissance jusqu'à plusieurs mégawatts et mégawattheures de capacité. Alors je vais passer à la slide suivante. Pour la slide suivante, il faut vous repointiez de l'autre côté. Voilà. Merci. On va y arriver. Alors ça, c'est pour 2 points importants pour que vous puissiez visualiser également. Ici, vous voyez, ça c'est la technologie qu'on utilise et les cartes de gestion. Ça, c'est un BMS de pack batterie. Un élément important, évidemment, c'est la sécurité. Dès qu'on parle de lithium-ion, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter. Et donc, le choix qui a été fait par Eaton, c'est de développer toutes les solutions suivant les standards qui sont des standards optionnels, mais les standards les plus exigeants en termes de sécurité batterie. Et ce que permettent ces standards, c'est de démontrer par test destructif, que si on provoque l'emballement thermique de ces batteries, on n'a ni flamme ni explosion. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Nous, on est convaincus que ça va le devenir. Et de toute façon, notre choix, c'était d'être sans compromis sur la sécurité des installations. L'autre sujet, c'est la flexibilité dont on parlait tout à l'heure. Alors effectivement, on a vu un point important. Rapidement l'aspect technologique. Maintenant, finalement, un système de stockage, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça permet de faire? Donc une des premières applications qui est bien connue, c'est l'intégration des énergies renouvelables. Donc je produis, et au moment où le soleil est présent, au moment où il y a du vent, je produis, je peux stocker l'énergie excédentaire, c'est-à-dire que le principe c'est toujours je consomme immédiatement ce que je produis, dans la mesure où j'ai des consommations, et l'excédent, je le stocke. Je le stocke pour pouvoir le consommer au moment où j'en ai besoin. Donc ça, c'est une des premières fonctionnalités. Alors il peut y avoir plusieurs versions de ça. Ça peut servir aussi comme tampon pour contrôler la mise sur le marché, par exemple, d'une grosse ferme solaire, les rythmes d'injection sur le marché. Donc il y a différentes versions, mais c'est toute cette partie, je dirais, d'intégration des énergies renouvelables, et en particulier pour les solutions d'autoconsommation. Deuxième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de secours. Vous avez une réserve d'énergie localement, eh bien, si votre alimentation principale, si votre réseau tombe, le réseau public s'arrête, vous avez une réserve que vous pouvez utiliser, et c'est la fonction secours. Donc continuité de service, c'est parfois très important
à la fois sur des installations résidentielles, hein, des gens qui peuvent avoir des assistances médicales à domicile, ou ça peut être important aussi, par exemple, de plus en plus dans des fermes, où vous avez des systèmes de gestion très automatisés, de production laitière extrêmement automatisés, donc des besoins de continuité de service qui sont importants sur des installations qui sont parfois assez en bout de ligne, avec des problèmes de coupure. Et puis sur des sites industriels, enfin sur tout type de sites. Enfin, l'aspect effacement de pic. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est de plus en plus importante. C'est que le coût de l'électricité tendanciellement augmente, le coût de l'énergie donc a tendance à augmenter et va augmenter dans les années qui viennent. Mais ce qui augmente le plus rapidement, c'est le coût de l'énergie au moment où tout le monde la consomme en même temps, c'est-à-dire les pics de consommation. Pourquoi? Parce que vous devez mobiliser des moyens de production spécifiques pour être capable de fournir et d'équilibrer les productions au moment des pics. Donc ces pics sont de plus en plus chers au niveau infrastructure de production, mais aussi infrastructure de transport. Et donc la tendance au niveau mondial, c'est de facturer de plus en plus cher ces pics de consommation à ceux qui les génèrent. Et donc ça, c'est une tendance lourde et qui va affecter toutes les activités. Donc de plus en plus, une question critique de l'effacement des pics. Et puis enfin, ici, des services qui ont été évoqués tout à l'heure par M. Roger Lacan, des services systèmes, c'est-à-dire qu'un système de stockage vous permet de contribuer, de participer à l'équilibre du réseau. Vous avez une réserve d'énergie qui est flexible, qui est mobilisable instantanément, hein, puisqu'on a de la conversion d'énergie, de l'électronique de puissance, donc on a des temps de réaction qui sont de l'ordre du milliseconde. Et donc, vous pouvez apporter à tout moment un élément de flexibilité dans le réseau. Et dans les deux sens, en alimentation du réseau, en support, ou en réduction de consommation, ou bien en augmentation de la charge sur le réseau. Si le réseau est, par exemple, vous avez une production qui est trop importante, eh bien de consommer de l'énergie sur le réseau, à ce moment-là, ça peut également avoir de la valeur. Donc cette participation à la régulation du réseau va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure que les moyens de production à base d'énergie renouvelable se développent dans les réseaux. Et il y a des études qui montrent qu'à un horizon de 4-5 ans, ça va devenir de plus en plus important en Europe. Et à un horizon de 10 ans absolument stratégique. Donc cette fonction de régulation de fréquence. Et donc des business models qui sont en train d'émerger, alors parfois un petit peu difficilement, mais qui apparaissent pour valoriser en fait cette possibilité de participer à l'équilibre du réseau. Et vous parliez d'agrégation, de possibilité de devenir agrégateur, c'est-à-dire de vendre ces services de flexibilité sur le réseau. Et on a des exemples, je vous en montrerai, de systèmes qui fonctionnent comme ça. Alors je vais vous proposer d'aller d'avancer sur les exemples, parce qu'on a encore beaucoup. Je vous avais dit, le problème de ce sujet, qui est passionnant, il est très dense. Il y a beaucoup de choses à dire, et surtout à expliquer, parce que c'est un peu la complexité du sujet. Mais voilà, on va peut-être s'attarder aussi un petit peu sur un exemple d'une commune, mais allez-y, je vous en prie. Bah alors là, c'est simplement pour expliquer que vous avez... Ouais, ça peut être adapté à tout. Voilà, vous avez tout simplement des possibilités qui vont démarrer à quelques kilowatts, et puis vous pouvez aller à plusieurs mégawatts, voire dizaines de mégawatts et mégawattheures en termes de capacité. Alors, on va passer au slide suivant. Pour commencer à parler des exemples. Alors, ici, parce que là, on a un exemple finalement d'une commune. Là, typiquement, c'est ce dont je parlais en Seine-Maritime. Exactement. Donc là, c'est une commune de Normandie qui a démarré très tôt un programme de transition énergétique, en fait, d'équipement de l'ensemble de ces bâtiments municipaux de production photovoltaïque. Et à la base de la réflexion, il y avait deux choses. Il a même mis sur le toit de l'église, c'est ce qu'on voit ici. Absolument, c'est ça. Absolument. Voilà. C'est la première... On a certains qui n'osent pas, mais eux, ils ont osé. Absolument. Et c'est la première église qui soit en autoconsommation avec stockage, et en plus qui est en autoconsommation collective, parce que l'église alimente un petit bâtiment public qui se trouve dans le parc en face. Ils n'ont pas eu de problème avec les architectes de France. Là. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. C'est pour des sites isolés. C'est un travail, c'est toujours sur des petites solutions, là, mais qui peuvent se déployer et se multiplier. Ça, c'est pour des bases vie de l'armée française, une expérimentation qu'on a fait avec eux et qui permet de réduire de 80% la consommation de fuel.
de carburant. On a fait également récemment une solution, là c'était une expérimentation avec la Poste, et pour la Poste, pour faire de la recharge de véhicules électriques sur ombrière, pour des petites installations, donc c'est une installation 2 places, avec une production photovoltaïque, un petit peu de stockage et un système de recharge. Et c'est une ombrière 2 places, donc c'est très facile. C'est ce que disait finalement monsieur. On peut aussi faire des ombrières pour en plus avoir les véhicules électriques en dessous qui n'auront pas trop chaud. Voilà. Alors on a réalisé aussi d'ailleurs, toujours sur le même genre de solution, dans la région de Gap, une aire de covoiturage avec une partie recharge photovoltaïque et une solution de stockage. Alors ça, c'est d'autres exemples. Je vais revenir un petit peu en arrière, s'il vous plaît. Parce qu'avant, on était à Amsterdam, justement. Sur cet exemple. C'est un énorme projet, ça. Alors là, c'est effectivement un gros projet. 4100 panneaux photovoltaïques. Donc sur cette installation, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tous les services que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une partie d'optimisation de la production photovoltaïque. Donc c'est le stade de l'Ajax d'Amsterdam, hein, pour vous situer. C'est un stade de 50, je crois que c'est 56 000 places, donc c'est un stade assez important. Donc un bâtiment public, donc vous imaginez bien que les questions de sécurité ont bien été étudiées. Et donc une production photovoltaïque dont l'usage est optimisé par la solution de batterie. Alors ce qu'ils avaient auparavant, c'était des groupes électrogènes pour assurer le secours et puis l'effacement de pic et la sécurisation du stade lors des matchs. Leur objectif, c'était de se débarrasser de cette solution émettrice de CO2 et de passer à une solution de stockage. Donc là, on a une solution qui fait 3 MW, 2,8 MWh, qui fait régulation de la production photovoltaïque, qui fait lors des événements également le secours du stade, et puis qui assure, toujours lors de ces événements, l'effacement des pics. Vous avez un accroissement de la consommation qui est très important au moment des stades. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette installation fait bien d'autres choses que ça. La particularité d'un stade, c'est qu'il va être utilisé en exploitation, je dirais, à pleine capacité, entre 20 et 30 fois par an. Donc le reste du temps, vous avez une installation qui est importante et qui peut fournir des services. Et donc, a investi en même temps que la municipalité et que le stade sur ce projet, un agrégateur qui fournit un service de régulation de fréquence à partir de cet équipement. Et donc 80% du temps, ou 90% du temps, c'est-à-dire lorsque le stade n'est pas utilisé à pleine capacité, eh bien, le gestionnaire du stade et la société conjointe qu'ils ont créée ensemble fournit un service de régulation de fréquence pour le réseau de transport d'électricité hollandais. Alors, je vais vous dire en 1 minute de présenter le dernier exemple. Vous savez, voilà. Je suis la maîtresse du temps, c'est affreux. Parce que alors, sinon, on mange à 14h, hein, je vous signale. J'ai inquiété tout le monde. Allez-y. Alors, on a aussi évidemment des réalisations en France significatives. Donc ici, c'est un projet avec l'Université catholique de Lille. C'est un très gros pôle universitaire. Il y a 35 000 étudiants. Donc là aussi, on est sur une forme de démonstrateur, on va dire, à travers ce projet-là. Exactement. Et à la fois de production photovoltaïque. Donc vous pouvez voir qu'ici, il y a une partie production photovoltaïque, de bornes de recharge de véhicules électriques. Il y a 6 bornes de 22 kW sur ces bâtiments. Et puis, ils expérimentent, je dirais, aussi la transition énergétique en milieu urbain, parce que ce pôle universitaire qui est relativement historique et en centre-ville, eh bien, est confronté à toutes les problématiques de transition énergétique, de transformation, en fait, de mise en place de production locale, de mise en place de solutions d'efficacité énergétique et de mise en place de solutions de flexibilité dans l'usage électrique par des solutions de stockage. Voilà. Alors, non, mais c'était important de présenter ces différentes solutions. Pour vous donner quelques idées de réalisation. Bah, merci à vous. Et de toute façon, j'aurai la question du coût qui viendra en fin de table ronde par la force des choses. Mais on va enchaîner. Je vous propose de passer cette petite télécommande à Olivier Loiseau, parce que quand on parle de batterie de deuxième vie ou de seconde vie, comme disent certains, ça se dépend si elle en a une troisième ou pas. Vous, ça vous parle par rapport à un projet sur un bâtiment. Dites-nous tout. Oui, très rapidement, parce que c'est le projet phare. Je ne sais pas si c'est pas bien centré. Voilà, c'est parfait. Si, ça va être centré, vous allez voir. Après, il faut que vous regardiez derrière. Le projet phare, alors c'est un joli nom, parce qu'on est un département
maritime. PHARE, ça veut dire photovoltaïque, autoconsommation, recharge et réseau électrique. Ça, c'est on va dire, c'est une application concrète qui débouche de Smart Grid Vendée. Hein, on était venu vous présenter le programme Smart Grid Vendée, gros démonstrateur européen, vu sa taille départementale. Là, on est sur ce qu'on appelle du Smart Building, donc en français, du réseau électrique dans les bâtiments. C'est notre bâtiment, c'est le bâtiment du CIDEV et de Vendée Énergie. On recouvre l'ensemble de la toiture de photovoltaïque. On a 35 kg, 200 mètres carrés de panneaux. On va mettre une box, une armoire électrique avec Bouygues Energy Service et une start-up qui va travailler sur le sujet pour piloter et injecter ce courant en fonction des besoins du bâtiment, ventilation, éclairage, informatique, etc., en fonction de ce qui pourrait être soutiré sur le réseau et surtout pour faire de la recharge de véhicules électriques. On a une grosse flotte de véhicules de service, comme Osday. Et donc, le but, c'est de piloter finement cette production d'ENR. Aujourd'hui, on a un taux de d'autoconsommation de 99%. Ouais. Donc ça, voilà, on a dimensionné l'installation en fonction d'eux. Un taux de couverture de nos besoins globaux de 10%. Mais la finesse, et c'est là où on veut en venir, vous pouvez avancer un peu pour faire voir les partenaires sur le... Ah oui, pardon. Voilà, attendez. Il faut les voir derrière vous, c'est compliqué. Déconnecte. On a toujours l'écran qui s'éteint. Ce qui était intéressant, c'est pour stocker l'énergie, il y a des systèmes de batterie. C'est le partenariat avec le groupe Renault. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Renault, pour garantir l'autonomie de ses véhicules, Zoé, Kangoo, etc., il faut que sa batterie, la batterie dans la voiture, ne perde pas au fil du temps plus de 25% de la charge. C'est-à-dire qu'il reste 75%. Et au bout de 75% de charge, il change la batterie. On commence à 100%, la batterie s'use au fil du temps. Lorsqu'elle est arrivée à une capacité, elle a perdu de sa capacité de chargement de 25%, ils mettent une batterie neuve pour garantir les 300 km ou les 400 km d'autonomie, etc. Donc, on s'est dit, c'est dommage de recycler ces batteries. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une seconde vie? Donc, on a récupéré ces batteries, on a fait un rack de batteries. Et ces batteries, aujourd'hui, jouent, alors bien sûr, en plus, c'est moins cher, jouent le rôle tampon pour recharger nos véhicules électriques. Donc là, deuxième partenaire, alors Bouygues Energy Service qui va apporter, on va le voir, de toute la partie R&D. Je crois qu'on a après le budget, mais R&D, on aura eu des subventions ADEME pour les études et régions pour l'investissement. Et puis une start-up pour la partie, alors ce qu'on appelle le MS en jargon anglais. En gros, c'est l'intelligence du système. Parce que l'idée, on veut coupler ça aux réservations de véhicules. C'est-à-dire que pour donner des priorités de recharge à certains véhicules en fonction de l'utilisation qu'il aura le lendemain. Le vendredi soir, on recharge tout le monde à bloc pendant tout le week-end. Il n'y a plus de besoin dans le bâtiment, donc là, ça ne pose pas de problème. Mais sur semaine, est-ce qu'on privilégie le bâtiment? Est-ce qu'on privilégie certains véhicules? Donc tout ça, on souhaite connecter ça avec on va connecter ça. Donc ça, c'est la start-up qui s'en occupe, avec un système de réservation de véhicules et de planification, les agendas des agents en fait du CIDEV. D'accord. Voilà. Donc c'est lié les deux. Voilà. Vous donc avez une question d'argent aussi, de budget, c'est ça? Un petit peu. Je ne sais pas si je reviens en arrière. Ou alors la slide suivante, si vous pouvez nous l'envoyer. C'est... Voilà, on a le budget. Parfait. Attendez, parce que je crois. Voilà, donc 310 000 €, 50% financés par le syndicat, notamment sur la partie structure, étanchéité et le photovoltaïque. Notre problématique, c'était d'intégrer ces panneaux solaires sur la toiture plate. C'est pour ça que je pense qu'avant de faire des églises, on peut déjà recouvrir tous les bâtiments industriels en photovoltaïque. Je ferme la parenthèse. Encore faut-il qu'on ait des avis techniques avec notamment le CSTB, parce que là aussi, c'est des guerres intestines. Je ferme la parenthèse. 50% donc financés par, on va dire, la région par une subvention, et surtout de la R&D privée de Bouygues Energy Service, qui met quand même 100 000 €, un tiers du budget, pour développer sa propre R&D sur ce système de batterie de seconde vie. Voilà, quoi dire de plus? Les panneaux vont être installés la semaine prochaine. On commence à piloter le système pour finaliser tout ça en fin du premier trimestre 2020.
Merci à vous. Alors, on va poursuivre sur les sujets d'innovation. Parlons de stockage, mais pas seulement. Avec vous, Cécile Prévieux, donc directrice générale de Storengy. Peut-être que vous avez déjà une réaction à tout ce qui a été dit autour de vous. Et on va vous passer aussi la petite télécommande, déjà dans un premier temps, avant que vous nous parliez de différentes solutions, et notamment du projet Iconé, dont vous allez pouvoir parler avec votre voisine. Absolument. Alors, nous, on est complémentaires par rapport à ce qui a été dit. On a beaucoup parlé de stockage d'électricité par batterie. Mais l'électricité n'est pas la seule énergie dans le mix aujourd'hui. On a parlé de chaleur, on a parlé aussi de gaz, puisque le gaz reste encore une énergie primaire très importante dans le mix français. Donc nous travaillons sur des solutions chaleur et gaz, bien sûr sur des solutions de stockage, mais pas que, également de production, puisque, comme ça a été dit, la production est très importante dans la transition énergétique. Il ne suffit pas de vouloir des solutions zéro carbone et de la production zéro carbone. C'est mieux de s'impliquer et c'est mieux de faire émerger aussi, de s'engager sur ce maillon qu'est la production. Donc, je n'ai fait que 3 slides en essayant d'être très pédagogique et de finir rapidement. Il n'y a pas à dire, mais mesdames, elles ont bien rempli. On peut les applaudir, voilà. Donc, voilà. Non, mais j'avais tapé sur les doigts des messieurs avant, mais ils ne m'ont pas écouté. Vous voyez ce que ça donne, Donc, le premier slide, c'est pour vous présenter des solutions de stockage de chaud et de froid pour les bâtiments, donc avec des solutions de géothermie en sous-sol. Donc ça peut se faire partout. Il n'y a pas besoin de potentiel géothermique puisqu'on utilise en fait des forages à 30 mètres. C'est comme des puits à eau. Donc on utilise en fait le sous-sol, quel qu'il soit, pour déployer ces solutions. Alors la première qui est à gauche, c'est une solution qu'on déploie dans une commune en Allemagne, le Tauberbischoften, si j'ai bien prononcé. Donc c'est pour un quartier de cette commune où la collectivité veut faire un petit réseau de chaleur, alors petit, alimenté à partir de chaleur renouvelable. Donc cette chaleur renouvelable, c'est du solaire, mais thermique cette fois. Donc ça veut dire que c'est des panneaux solaires et c'est la chaleur du soleil qu'on stocke ensuite dans le sous-sol avec notre solution de stockage par le sous-sol et qui ensuite permet de chauffer au moment où on en a besoin. Donc les logements qui sont desservis dans ce quartier. Donc l'essentiel, c'est le solaire thermique. Il y a également de la chaleur issue de traitement de déchets et un petit peu de géothermie par le sous-sol qui complète donc la puissance nécessaire pour le quartier. Donc l'avantage de ces solutions thermiques, c'est qu'on n'a pas de problème de court terme. On peut stocker sur une saison, été, hiver. C'est ça aujourd'hui la différence peut-être par rapport aux batteries électriques qui sont sur du court terme. Alors, à droite, c'est en France, cette fois. Alors, c'est pour un écoquartier en région parisienne, ici les Moulineaux. Donc, on vient de réaliser la fourniture. Donc, là aussi, alors c'est du chaud et du froid. Donc, en fait, par la géothermie, toujours avec des puits à quelques dizaines de mètres, on couvre 95% des besoins en chaleur renouvelable. Donc, pour cet ensemble de 1 hectare, donc il y a du tertiaire, il y a du logement, il y a 100 000 mètres carrés. Ça se passe comment, les échanges de chaleur entre le chaud et le froid? Alors, donc c'est saisonnier, bien sûr. Donc, on refroidit la climatisation et la source géothermale renouvelable l'été et l'hiver, on chauffe. En fait, on récupère le fluide qui s'est réchauffé l'hiver dans un système évidemment de tuyaux de distribution. Il est stocké dans le sous-sol à une température de 23 ou 20, entre 20 et 23 degrés. Et ensuite, il est ressorti l'hiver pour repasser dans les tuyaux et donc chauffer les logements. Et inversement, lorsqu'il donc se refroidit l'hiver, il tombe à 18 ou 20 degrés, on restocke dans le sous-sol pour ressortir donc l'été donc ce fluide qui est refroidi. Voilà, donc c'est un système qui n'est pas innovant dans le monde, puisqu'il y a des pays sur lesquels, par exemple les Pays-Bas, c'est très communément utilisé, mais c'est vrai qu'on le découvre en France, donc on en fait beaucoup la promotion pour l'expliquer et montrer que c'est très compétitif et que ça permet d'avoir des taux de renouvelables très importants pour des besoins de chaud et de froid. Et ce qui est intéressant, c'est l'absence de profondeur. C'est vrai, quand on parle de géothermie, on imagine toujours des creusets très profonds. C'est pas le cas. On peut le faire partout, même s'il n'y a pas de potentiel de géothermie, on peut le faire partout. Ça, c'est un point vraiment intéressant à souligner. Voilà, donc je passe sur notre deuxième slide. Nous l'avons. Alors, le gaz. Donc, on a parlé de la chaleur, maintenant du gaz. On parle beaucoup de stockage d'énergie, avec des investissements énormes qu'il faut faire
On en a parlé sur les électricités, les énergies électriques intermittentes. Mais il faut savoir qu'on a déjà des stockages massifs d'énergie en France, hein, via le gaz. Donc là, ce que j'ai mis, c'est la capacité totale aujourd'hui du stockage souterrain de gaz en France, c'est 138 TWh. Alors si on donne des équivalents en électricité, c'est l'équivalent d'énergie produite par 6 réacteurs nucléaires qui est stocké sous nos pieds tous les jours, hein, aujourd'hui en France, depuis des années. C'est l'équivalent de la production de 1000 éoliennes offshore. Et en termes de mobilité, on en a beaucoup parlé, mobilité électrique, c'est l'équivalent de l'énergie nécessaire à faire rouler 20 millions de véhicules électriques en France. Donc ça existe, il y a déjà des capacités massives de stockage d'énergie sous forme de gaz. Et nous, ce qu'on promeut, c'est évidemment le stockage par le gaz de l'électricité, donc en convertissant l'électricité en gaz qui se stocke de manière saisonnière et qui est complémentaire par rapport aux solutions de batterie. On pourrait l'envisager avec du biogaz. Le gaz, tout à fait. Ah bah voyez, c'est fossile. Exactement. Donc on Même si on travaille dit bien que c'est sûr à l'énergie verdir fossile ce gaz. la moins fossile, on va dire. Voilà, la moins émettrice de CO2, mais nous sommes engagés dans un verdissement complet du gaz, l'ensemble du groupe et nous en particulier. Donc là, on s'engage à la production de gaz vert biométhane première génération avec les agriculteurs. Donc nous sommes sur des modèles partenariaux. Hein. Nous venons en tant qu'industriels souvent faire des bouclages sur les projets. Parfois, les agriculteurs ne veulent pas investir, donc nous avons des contrats avec eux. Ils nous donnent leurs intrants, on les rémunère et on leur redonne ensuite pour l'épandage le digestat. Donc on a toute forme de modèles pour développer et pour accélérer la production de biométhane en France. Et on se lance également dans de nouveaux gaz, puisqu'on pense que pour verdir 100% du gaz en France, le biométhane n'y suffira pas. Donc on prépare l'avenir, donc avec le SDEI, le fameux projet. C'est mon dernier slide. Iconé. Et notamment, voilà, Iconé, donc qui est un projet collaboratif aussi, puisque on aime beaucoup les partenariats et donc on a trouvé une collectivité et un syndicat innovant pour avec nous développer ces nouveaux gaz, donc le méthane de synthèse. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce schéma. Et en fait, on partage ce projet vraiment comme deux industriels. Je crois qu'on a pris le parti de partager nos risques et nos rewards, hein, on va dire, sur ce projet. Donc le principe de ce projet, c'est d'abord ça se trouve à Saint-Florentin, hein, à côté de l'installation de stockage de déchets de la Coved, qui elle-même déjà valorise son gaz de déchets, puisqu'elle l'épure et elle en fait du biogaz qu'elle réinjecte dans le réseau. Mais en l'épurant, elle enlève du CO2. Et donc, on va récupérer ce CO2. C'est la partie basse, hein, vous voyez, une flèche vers le haut. Ce CO2 qu'on va mixer avec de l'hydrogène. Et cet hydrogène, on va le produire avec un électrolyseur que vous voyez, électrolyse PEM, sur la gauche du schéma. Et cet électrolyseur, le principe, c'est que vous prenez de l'électricité donc intermittente, excédentaire, hein, à partir d'énergie éolienne, et vous électrolysez donc l'eau, vous en faites de l'hydrogène renouvelable. À partir de cet hydrogène renouvelable, vous le mixez avec le CO2 et vous refaites du CH4, donc c'est la molécule de méthane, mais c'est un méthane vert, un méthane synthétique. Donc le procédé est la méthanation, donc vous avez une brique de méthanation qui coupe le CO2 issu de la décharge et l'hydrogène produit par l'électrolyseur. Donc avec ça, on obtient donc un gaz vert. Donc aujourd'hui, ce gaz vert, il n'est pas, on va dire, rémunéré. Il n'y a pas de tarif de rachat pour ce gaz vert parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment précurseur. Hein, oui. Donc c'est pour ça qu'on est sur un pilote. Donc là, vous n'êtes pas que du stockage, vous êtes aussi sur l'idée de réinjecter aussi. Voilà, on est sur de la production et de l'injection dans le réseau de ce gaz-là. Et l'idée vraiment de ce projet, c'est de tester les technologies, de pouvoir aussi réduire les coûts et que demain, ce gaz vert soit comme le biométhane aujourd'hui avec des tarifs de rachat et participe au verdissement du mix français. Donc voilà le principe et le partenariat qu'on a sur ce projet. Nous faisons la partie industrielle, mais l'implication du SDEI sur ce projet est essentielle, puisque c'est un projet de territoire, hein, bien sûr, c'est de la production locale, c'est pour nous de la boucle locale hein, et aussi de réutilisation. Je vais en parler puisqu'on a un projet complémentaire sur ce site, et c'est très important d'avoir un soutien
dans le temps. C'est des projets qui prennent du temps pour aller chercher des subventions pour les construire avec les collectivités. Donc je finis avec la petite brique que vous avez en haut, hydrogène, parce qu'on s'est dit finalement on produit de l'hydrogène. Aujourd'hui on parle beaucoup de mobilité hydrogène en complément de la mobilité électrique, pure électrique, et on s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire un projet complémentaire avec une station hydrogène en utilisant cet hydrogène pour faire de la mobilité. Vous savez qu'il y a un plan Hulot qui a été lancé peut-être en France où il y a beaucoup de subventions aujourd'hui, il y a 30% de subventions sur la mobilité hydrogène pour les véhicules, pour les investissements. Et donc on essaie de monter cette brique-là pour remettre vendredi, donc demain, un dossier avec la COVED pour en fait, que la flotte de la COVED, donc les bennes à ordures ménagères, soit transformée, convertie à l'hydrogène, puisque l'hydrogène a l'avantage d'avoir une autonomie de 500 km avec une recharge très rapide. Et donc, vous avez un réservoir hydrogène et une pile à combustible. Donc, c'est bien transformé en électricité à l'intérieur du véhicule, mais l'hydrogène se stocke et, comme je le dis, a une autonomie qui aujourd'hui est supérieure aux véhicules électriques. Et c'est très adapté sur des véhicules lourds, camions, bennes à ordures, bus. Et c'est vraiment là où il faut commencer le déploiement de l'hydrogène. On dit que c'est l'énergie d'avenir. Thierry Lepercq, qui est maintenant chez Engie, qui était un ancien patron de Solaire Direct, qui a été intégré par Engie, a fait tout un livre autour de l'hydrogène, cette énergie du futur. Irène Henriet, pour réagir, parce qu'on voit que ce que vous mettez en place aussi, c'est un vrai pari. Vous voyez qu'il y a un marché, on en est au tout début, mais voilà, vous voulez être là. Oui, c'est ça. Il a été dit en introduction que oui, les modèles économiques sont difficiles à trouver ou ne sont pas stabilisés pour le moins actuellement. Il a été dit aussi par M. Lacan que sur les bornes électriques, les collectivités avaient fait leur devoir. Eh bien, je crois qu'elles ont le devoir, en effet, d'aller sur des technologies dont on n'est pas sûr, même si on a de bonnes analyses qui nous font croire et raisonnablement espérer qu'elles trouveront un marché, mais dont on n'est pas sûr qu'elles trouveront des usages et un marché. On ne sait pas lesquels de ce panel de technologies vont finalement perdurer dans le temps. Il est un fait que les acteurs de l'énergie, les territoires, ne peuvent pas attendre d'avoir la réponse. Il faut agir. Et c'est, je crois, la raison profonde de l'implication des élus de Lyon, et ils peuvent en être fiers. Olivier Loiseau, peut-être un mot d'hydrogène vert, parce que vous avez un projet tout neuf. Oui. En une minute, attention. Une minute. Qu'on dépose demain aussi, parce que demain, il y a un appel projet de l'ADEME, un PIA. Donc on va être concurrent, entre guillemets, sur le projet. Partenaire aussi. Hein. Non, on a l'avantage que nous avons, pour redire ce que je disais au tout début, pour revenir à ce que je disais au tout début, d'être visionnaire et d'avoir commencé très tôt, d'avoir fait la course en tête, mon cher Jean-Claude, c'est d'avoir fait notre premier parc éolien mis en service en 2003. Donc en 2018, il est sorti du tarif aidé de l'État. Donc aujourd'hui, on a un parc éolien qui est amorti, avec un coût de production de l'électricité qui est inférieur au coût du nucléaire. Donc 4 centimes, on va dire, le kilowattheure. Avec cette électricité, on est en bord de mer. Notre volonté, c'est de faire de l'électrolyse, effectivement, comme vous venez d'en parler. Mais, comment dirais-je, là aussi, il faut être visionnaire. Aujourd'hui, la problématique en eau douce, en eau potable, eau douce, et les problèmes de demain. On en parle déjà, mais on parle beaucoup de transition énergétique, de CO2, de changement climatique, mais demain, c'est l'eau. Donc si on commence à puiser de l'eau douce, alors que chez nous, on a du mal avec nos agriculteurs, on crée des bassines l'été pour stocker, pour arroser, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Donc on veut s'appuyer sur de l'eau salée, donc avec un problème de dessalement. Donc tout ça, voilà le projet. Et on va faire ça au pied du parc éolien pour produire 300 kJ d'hydrogène, pas pour être... Donc on peut dire que c'est du stockage, mais c'est surtout pour être utilisé dans des véhicules. De la même façon, ce que ce dont parlait Cécile Prévieux. Donc on va dire que alors c'est un projet qui part de la Vendée, mais qu'on souhaite élargir bien au-delà du département de la Vendée. Et aussi, je finirai là-dessus, un autre problème, et Dieu sait si je suis un pro-NR, c'est que l'acceptation des éoliennes, on en a chez nous. On
Parce que je sais, on en avait déjà discuté ensemble. Donc, mais ce que je comprends, et chez nous, on a une forte opposition, pas de tout le monde, hein. Alors, il y a les anti, mais ça, les anti resteront toujours anti. Mais on sent qu'aujourd'hui, il paraît qu'il y a 100% de recours maintenant. Multiplier, alors oui, ça c'est une stratégie, mais multiplier par 2, par 3, par 4, par 10 le nombre de projets, ça commence à être problématique dans nos campagnes. Donc, on y travaille pour les mettre en mer. Il y a un parc éolien en mer qui va se mettre au large des côtes. On nous dit, oui, mais il est à 10 km, 15 km, on le voit encore trop. On voit ça, mais on le voit encore trop. Donc, l'idée, c'est le photovoltaïque flottant. Et demain, on pense que l'éolien sera flottant. On aura, au bout de 15 ans, on peut les démonter. L'avantage de l'éolien, c'est que ça se démonte, ça se recycle parfaitement. Et puis après, on retrouve notre paysage. Donc, n'ayez pas peur non plus. Oui, le béton. Mais le béton, il y a du béton dans tous nos bâtiments industriels. Alors, Olivier Loiseau, je vais vous demander juste de terminer parce que je voudrais passer la parole à une dernière personne parce que sinon on va partir sur le débat sur l'éolien, le béton, tout ça. Ça va être compliqué, je sais bien. Tout à fait. Et donc hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert. Donc aujourd'hui, nous demain, on veut le produire en mer, cet hydrogène vert. Parce qu'on a une vraie problématique. Plus vous éloignez, plus vous mettez des éoliennes. Mais c'est important. Parce que oui, je sais. Plus vous mettez des éoliennes en mer. Mais on va faire une journée entière des assises, Jean-Noël, la prochaine fois. Le problème des éoliennes en mer, enfin de l'éolien en mer, c'est le raccordement au réseau terrestre. Oui. Un parc comme chez nous de 480 MW à 15 km de nos côtes, c'est 400 millions d'euros de coûts de raccordement. 400 millions d'euros de coûts de raccordement. Ouais. Donc, le but, c'est pas de tirer des câbles, surtout si vous les mettez à 100 km des côtes en flottant, parce que maintenant, c'est ce qui va se faire. On ne va pas tirer un câble qui va nous coûter des millions et des millions d'euros. Donc, l'idée, c'est de produire de l'éolienne en mer, de compresser, de stocker, de le transporter par bateau. Ça, on sait faire. On a toute la techno. On sait faire des plateformes en mer, on sait faire des containers, on sait faire des bateaux à hydrogène, etc. Et comme ça, on s'affranchit de pas mal de difficultés. Donc voilà le projet vendéen. Ça va être communiqué au niveau national très prochainement. Mais c'est un beau projet. On a une start-up là, qui vient de lever, qui a fait la plus grosse levée de fonds en France cette année, la deuxième en Europe, dans lequel Vendée Énergie et le CIDEV mettent 2 millions d'euros. Il y a 8 millions d'euros au total, avec 6 millions d'equity privés, pour nous accompagner là-dessus. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence sur l'hydrogène. J'arrête là. Merci à vous. Alors, on a vu des tas de solutions. Vous avez bien compris que le stockage, c'est un sujet très vaste. On peut aussi se rapprocher du sujet de l'éclairage public. Et je vais faire venir sur scène, parce qu'on aime bien mettre en avant aussi des jeunes entreprises. François Vaude, venez, vous êtes directeur général de Lumine. Alors on va avoir des très belles images, même une vidéo pour présenter tout ce que vous faites. Alors on pourrait dire comme ça, vous n'êtes pas un puriste du stockage, on n'est pas dans le stockage de batteries comme présentait Christophe Bourgueil, mais vous avez des lampadaires solaires qui peuvent être finalement aussi des mini-sites d'autoconsommation. D'ailleurs, c'est présenté, vous pouvez même commenter toutes ces images. On a enlevé le son, comme ça je vais le commenter et on gagnera du temps pour aller déjeuner le plus rapidement possible. Nous, on fait des lampadaires solaires, donc quelque part, on est un peu la synthèse des travaux de ce matin. On produit notre énergie, on la stocke et on la consomme. On la consomme essentiellement en lumière aujourd'hui, puisque la fonction première d'un lampadaire, c'est d'éclairer. Mais avec l'évolution des besoins, surtout en milieu rural, et Lyon est un département rural, c'est que nos candélabres solaires auront vocation à être une source d'autoconsommation pour des usages connexes. Une caméra de surveillance, l'éclairage a une vocation de sécurité, et demain les caméras aussi. On pourra y apporter des clés USB pour des mini-recharges, pas pour des voitures électriques. Bref, le candélabre solaire, en plus demain avec le déploiement de la 5G, pourra être un moyen de déployer la lumière et toutes les applications à venir. Souvent, je dis, lorsque j'ai peu de temps, comme aujourd'hui, pour résumer, on a vocation à être à l'éclairage, ce qu'est aujourd'hui le smartphone à la téléphonie, c'est-à-dire qu'on est autonome et on apporte chose que la simple fonction première qui est d'éclairer. Nous sommes une start-up qui a 5 ans. Mais vous avez créé en 2014, c'est 2014, ça, mais nous sommes le continuum d'un fonds de commerce, donc nous avons 20 ans de recul d'expérience. Je suis moi-même issu d'une famille d'élus locaux, avec mon accent pas de Lyon, même si j'ai vécu pendant presque 10 ans, mais dans le Vaucluse. Et vous, élus de collectivités rurales avec moins de dotations et avec plus d'exigences de la société, on est une source d'économie
à l'investissement, on n'est pas plus cher qu'un candélabre classique, puisque nous, il n'y a pas de VRD en amont, et après à l'usage, puisque nous consommons l'électricité que nous avons produite. Notre type de stockage peut être le lithium, mais on a fait le choix stratégique du plomb. Pourquoi le plomb? C'est qu'avec la montée en puissance de la mobilité électrique, il va y avoir un usage du lithium. Personnellement, si on a appelé Lumine, ces lumières Made in France, c'est un petit peu pour sortir de la pétrodépendance du Moyen-Orient. Si c'est pour rentrer tout est fabriqué en France? Tout est assemblé en France avec des matériaux venus de l'Europe et du monde entièrement. Mais on ne voudrait pas non plus tomber dans une sino-dépendance du lithium. Sachant que c'est la Chine qui produit quasiment tout le lithium mondial. Il y a la question de la Chine, de la géopolitique, exactement, des métaux rares. Enfin, on pourrait alors, il y a plein de sujets qu'on peut évoquer autour du stockage. Le lithium se recyclera un jour, mais aujourd'hui, il ne se recycle pas, très mal. Et le plomb se recycle quasiment à 100%. Et il y a une usine dans le nord de la France qui produit du plomb en batterie. Donc voilà, nous, on n'est pas un anti-lithium, mais le plomb, dans le stockage statique et pas mobile, a, à mon avis, un grand avenir. Et en plus, c'est 3 à 5 fois moins cher que le lithium ou une autre technologie qui s'appelle le NIMH, c'est les batteries à base de nickel. Vous travaillez pour combien de collectivités pour le moment vous avez mis en place? Alors nous, donc, la société plus le fonds de commerce qui prolonge, on a posé aujourd'hui 6000 points lumineux. Prochainement dans Lyon, je laisserai le président Loury vous faire l'annonce dans les jours à venir. Au niveau du stockage de l'hydrogène, nous sommes le seul lampadaire hybride solaire-hydrogène puisqu'on est raccordé à la pile du CEA en Corse, le projet MIRT, à côté de Ajaccio. Donc voilà, donc on est à la transition de toutes ces évolutions. Nous sommes ici au SDE, donc c'est un syndicat d'électrification qui a un réseau. Et moi, je vous parle d'autonomie. Donc nous sommes aussi des lampadaires qui sont à la fois autonomes, mais raccordables au réseau, hybrides. On est dans un projet qui avait gagné, que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait gagné une AMI qui s'appelle le projet FlexGrid. Il y a aussi en Bretagne et un petit peu dans le Hauts-de-France, où en gros, c'est rendre les réseaux électriques intelligents, où notre capacité non émettrice de CO2, donc j'évacue le gaz, aujourd'hui avec nos centrales nucléaires qui arrivent en fin de cycle, et le nouveau cycle peine avec le PR, j'en dirai pas plus, même si en tant que citoyen ça nous coûte cher. Aujourd'hui, il va falloir trouver des moyens d'économiser de l'électricité pendant les pics de consommation. Je vais vous donner un scoop, cet hiver il va faire froid. Et les médias vont nous dire attention, faites attention à votre chauffage électrique puisqu'il y a un risque de blackout. Notre réflexion, c'était décréter, ça a été évoqué tout à l'heure dans un slide, décréter les périodes de pic de consommation par rapport à l'éclairage public. L'éclairage public représente à peu près 20% de la consommation électrique en France. Et si ces 20%-là, pendant les périodes de pic, c'est-à-dire en gros la période hivernale, lorsqu'on sort des bureaux ou de l'école, c'est-à-dire de 17h à 21h, 22h, et le matin de 6h à 9h, si on peut alléger le réseau d'électricité en faisant des économies et en consommant le stockage, on pourra permettre d'éviter des blackouts. Voilà à peu près un résumé de ce qu'on peut apporter à un réseau comme le SDE. On était présent au congrès des syndicats il y a 15 jours à Nice et pour raccourcir mon propos et le prolonger, je vous invite au congrès des maires puisqu'on sera exposant au Salon des maires mi-novembre. Merci à vous pour cette présentation efficace. François Votte. Luminine, on a vu qu'il y avait beaucoup de solutions de stockage. J'aurais pu vous poser des questions aussi sur le coût. Bon, on sait bien que plus ça se développera, plus on pourra espérer un coût qui se réduit. Je vais mettre en avant une autre start-up. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour passer un micro ou est-ce que je le passe? C'est Audity, puisqu'on a parlé beaucoup des réseaux et comment on pouvait intégrer les ENR. Vous avez 2 minutes pour nous expliquer. Après, vous pourrez échanger. Merci. Oui, donc Philippe Deschamps, Audity. Je voulais compléter un petit peu le paysage là, des moyens de stockage là, qui ont été évoqués là par rapport au monde rural. On peut aussi évoquer les micro-steps
Donc le pompage-turbinage qui aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de poser des bâches avec suffisamment de dénivelé et pomper l'eau au moment où l'énergie est disponible et la turbiner au moment où il y en a besoin. Alors par contre, je pense qu'il y a un sous-jacent à tout ça, et surtout pour les territoires ruraux qui a été oublié, c'est le réseau. Parce qu'en fait, les territoires ruraux, on est sur des territoires qui sont extrêmement étendus et finalement les potentiels de production sont extrêmement répartis. Et tout ça doit s'appuyer sur le réseau pour fonctionner correctement. Or aujourd'hui, le réseau, et en particulier le réseau basse tension, il n'a pas vraiment été dimensionné, calculé pour supporter ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, on a des marges de sécurité, on a des limitations, en particulier sur l'insertion de photovoltaïque, par exemple, qui font qu'on n'exploite pas le réseau comme au mieux de ce qu'on pourrait faire. Et je pense qu'il y a un point qui est très important, ça a été évoqué par M. Lacan tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne la digitalisation. Une étape qui est nécessaire pour bien maîtriser ce réseau basse tension et maximiser ses capacités d'accueil d'énergie renouvelable, ça va être de digitaliser. Et donc, c'est de prendre en compte un maximum de données, des données existantes. Donc, on a parlé des systèmes d'information géographique, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a également toutes les données qui vont émaner du comptage communicant, notamment. Toutes ces données-là, on est capable, en les retraitant, en les utilisant, on est capable de faire qu'un réseau est capable d'accueillir autant d'énergie renouvelable qu'il est capable d'en délivrer. Alors qu'aujourd'hui, les ratios classiques, habituels qui sont utilisés, on se dit, oula, si un réseau il était dimensionné pour délivrer 100, je considère qu'au-delà de 20 en production, je commence à prendre des risques. Eh bien non, si on utilise ces données correctement, on est capable de pousser le potentiel d'accueil des énergies renouvelables jusque-là. Donc la digitalisation, c'est un point qui est, à mon avis, extrêmement important. Et les collectivités, effectivement, vous avez tout en main pour reprendre le contrôle sur ces données et pouvoir les utiliser à une fin, finalement, qui est collective. Voilà, merci. Merci à vous, donc Philippe Deschamps, Audity, ODIT-I pour le I de comme un email, quoi. En tout cas, voilà, votre société, on peut venir échanger avec vous. Alors, vous avez entendu beaucoup de choses, hein. Je pense que vous avez eu beaucoup de données, on va dire, ce matin sur ces enjeux du stockage. Ça peut vous sembler encore éloigné, mais on voit des réalisations concrètes. Et puis, on peut se dire qu'on en est au tout début. Il faut avoir conscience de ça. Est-ce que ça vous inspire des questions? Allez, monsieur, est-ce que vous pouvez... Bon, est-ce que vous pouvez donner le micro, parce que je ne peux pas lâcher le mien, s'il vous plaît, à monsieur, ou quelqu'un lui donne. C'est super. Merci. Oui, merci. Je crois que ce matin, on était vraiment au cœur du nouveau monde, le vrai nouveau monde. Et je voudrais remercier le syndicat de l'avoir fait. On a appris énormément de choses. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais ça, ce n'est pas très grave. Concernant le stockage, qui est évidemment quelque chose d'absolument fondamental. Bien. Vous n'avez pas évoqué, ma question s'adresse peut-être au représentant d'Eaton, M. Bourgueil, mais peut-être d'autres aussi. Quand on parle de batterie, on parle aussi d'aspects négatifs, c'est-à-dire de pollution. Donc, on a commencé à l'évoquer, mais le problème, c'est il fallait 2 heures de table ronde pour le sujet. Sourd, alors, à ce moment-là. Non, mais pas l'évoquer. Mais je voudrais savoir quand même, parce que c'est quand même très très important, parce qu'on entend ça tous les jours. On nous dit les batteries, ça pollue plus que ceci ou cela. Donc, quel est votre point de vue là-dessus et quelles sont les perspectives pour régler la question, si question il y a? Merci à vous, allez-y. On a perdu un micro. Merci de la question, parce que c'est effectivement une question qui vient très, très fréquemment et qui est légitime. Alors, il y a plusieurs aspects sur la question. Il y a 3 points. D'abord, on a dit la même chose au début des panneaux photovoltaïques. On a dit les panneaux photovoltaïques, ça pollue, on ne sait pas les recycler, on ne sait pas s'en débarrasser, on va polluer la planète avec les panneaux photovoltaïques. On entendait ça il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on sait les recycler à 90%, 93%. Il y a une filière de recyclage qui a été mise en place pour le recyclage des panneaux photovoltaïques. Pour la partie batterie, il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui est effectivement le recyclage. Alors nous, ce qu'on fait, c'est de la seconde vie. Donc déjà, c'est d'accroître le cycle de vie du produit. On peut au moins doubler le cycle de vie du produit. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais ensuite se pose la question du recyclage. Donc d'un point de vue technique, aujourd'hui, on sait recycler, c'est-à-dire démanteler. Donc il y a plusieurs sociétés en Europe qui font ça, notamment en Belgique, en France, en Allemagne, qui font du recyclage de batteries lithium-ion. Donc d'après le niveau technique aujourd'hui, c'est qu'on sait recycler à peu près à 80% la masse brute des batteries lithium-ion. Donc aujourd'hui, il y a déjà une faisabilité. Il y a des travaux importants qui sont menés sur le sujet.
Notamment le CE1 en France est assez avancé sur ces questions-là. Et donc, ça va encore progresser. Et puis, au niveau de la structuration de la filière, donc nous, on travaille en partenariat et en échange avec les sociétés qui font du recyclage et en échange aussi avec les organisations qui ont la responsabilité de mettre en place la collecte et le recyclage. Donc, de la même façon, c'est une filière qui est en train de se développer et donc va se mettre en place une filière de recyclage des batteries lithium-ion. Voilà, donc ça c'est l'aspect. Après, il y a l'autre question qui est la question des matières, de l'origine des matières, de leur disponibilité. Alors sur le lithium, il n'y a pas de problème de disponibilité du lithium, parce qu'en fait on en trouve, et on en trouve beaucoup. Il y a une étude que vous pouvez trouver sur Internet facilement, qui est une étude qui, je crois, est de 2016 ou 2017 du ministère américain des Mines et qui évalue les ressources mondiales en termes concernant le lithium, pardon. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'avec une consommation qui, à l'époque, était de 17 000 tonnes, ils disaient qu'en passant à 70 000 tonnes de consommation annuelle, il y a à peu près 300 ans de réserves facilement accessibles, c'est-à-dire des réserves facilement exploitables. Je pense qu'on aura changé de technologie avant ça. On commence à travailler sur il y a le sodium, il y a d'autres solutions sur lesquelles on travaille justement. Effectivement, il y a beaucoup de technologies de batteries. La question du stockage est très importante, donc il y a beaucoup de travaux sur ces sujets-là, des travaux qui parfois remontent à de nombreuses années. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que même s'il y a beaucoup de technologies prometteuses, aujourd'hui au niveau du laboratoire, là il y a eu récemment les créateurs, les inventeurs de la technologie lithium-ion qui ont reçu le prix Nobel, leurs travaux remontent aux années 80. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie lithium-ion, aujourd'hui, c'est la technologie à 80-90% qui est utilisée dans les véhicules électriques parce que c'est la technologie la plus performante, la plus économiquement viable, reproductible, on la maîtrise. Et pourquoi on la maîtrise? C'est parce qu'il y a 30 ans d'ingénierie, de développement sur ces solutions. Et donc, il y a eu des progrès énormes qui ont été faits pour arriver au niveau de performance dans lequel on est aujourd'hui. Donc, aussi bien sur le recyclage, les travaux avancent. Sur la question de la disponibilité du lithium, il n'y a pas vraiment de questions. Après, il y a plus des questions éventuellement sur certains métaux très spécifiques et très rares. Et en fait, il y a des travaux qui sont menés pour essayer de réduire leur contenu, voire de ne plus les utiliser. Alors, je regarde la montre d'un air inquiet. Il y a une petite question encore qui est encore là, donc je la prends. Après, vous pourrez échanger. C'est l'objectif aussi. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses à dire ce matin. Allez-y, Jean-Henri. Ah non, je crois que ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut faire fonctionner les micros? Ça serait plus simple. Enfin, là, il faut les allumer. Merci. 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 Donc, Guy Petit, maire d'une petite commune qui s'appelle Mollet, personne ne la connaît. Mais je vais... Bon, je vais faire vite. Je vais faire vite et je vais essayer d'être dans la continuité de ce que tu as dit, Henri. C'est que pour faire la transition énergétique, il va falloir faire une transition philosophique et sociale. Philosophique pour que tous les acteurs travaillent ensemble et sociale parce qu'il faut qu'on associe tous nos administrés. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci à vous. C'est important.